Salut. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo dans l'espoir de voir une démonstration super convaincante du manque de scientificité de la sociologie, ou plus simplement une liste des défauts que l'on pourrait reprocher à cette discipline, vous êtes sans doute sujet au biais de confirmation, un des plus vicieux biais cognitifs. Je commence cette vidéo ainsi parce que certains semblent vouloir à tout prix opposer sociologie et psychologie. On l'a encore vu récemment avec la super vidéo de la chaîne YouTube Patchwork sur les théories du complot. Dans les commentaires, on retrouvait cette idée selon laquelle on ne peut pas s'emmerder à considérer tout un tas de paramètres sociaux pour éclairer une situation qu'on estime entièrement réductible à des paramètres psychologiques. Et parfois, si quelqu'un avance que l'angle psychologique manque une dimension du problème, ou qu'il favorise des conclusions dangereuses, on en voit qui s'énerve sérieusement. Ici même, à l'occasion de la vidéo sur les pauvres blancs de la culture, j'ai eu le droit à un commentaire assez étonnant qui déclarait au passage que la socio n'était pas une science. C'est pas comme si c'était le sujet de ma vidéo, hein. Et si elle met bien Bourdieu en valeur, c'est aussi en l'opposant à Finkielkraut, Onfray ou Enthoven, et je ne crois pas qu'on puisse dire que ces gens soient des scientifiques. Pour autant, on ne peut pas s'empêcher de me dire que la socio n'est pas une science. Comme je ne suis pas du tout un spécialiste de sociologie, ce n'est pas moi qui vais vous expliquer pourquoi c'est chouette. Pour cela, je vous renvoie vers ces deux chaînes, Patchwork donc, déjà mentionné, et Grégoire Simpson. Peut-être que ça se prononce Simpson, mais pinaise! En revanche, ce que je peux faire, moi, en ma qualité de non-expert, c'est esquisser des hypothèses, comme des invitations à creuser. Je vais tenter de faire des paris, comme un bon bayésien. Un premier truc auquel je pense, quand je vois la défiance pour la sociologie, c'est ce mème. Évidemment, ce mème est une illustration du réductionnisme. Et vous l'avez compris, je ne suis pas super fan de l'approche réductionniste pour ce qui est de penser la société. Mais en fait, je montre ce mème parce que je ne comprends pas comment ceux qui adhèrent au projet réductionniste justifie le fait qu'ils intègrent quand même la perspective psychologique. S'il y a bien une team psycho-antisociaux, que pensent ses membres des positions matérialistes éliminativistes comme celle des Churchland? Parce qu'en gros, pour ces gens-là, les énoncés descriptifs en psychologie ont autant de valeur épistémique que les propositions sociologiques en ont pour un zététicien fanatique. Dans les deux cas, on trouve ça tout pourri. On a parfois envie de répondre en étant encore plus royaliste que le roi. Les biais cognitifs ne décrivent rien de réel, mais seulement une illusion de la conscience phénoménale, donc seuls valent les énoncés de la neuroscience. Pourquoi votre zèle scientifique ne vous conduit pas à refuser également la psychologie? Eh bien, on pourrait nous répondre, à raison, parce que ça marche. Et je suis bien d'accord, la psychologie, ça marche. C'est-à-dire qu'on accorde une valeur pragmatiste aux énoncés de la psychologie, au sens où on considère que cette manière-là de décrire l'esprit humain, même si elle ne peut pas prétendre être une description véritablement fidèle de ce qui se passe dans nos têtes, elle est intéressante au sens fort du terme. Elle nous permet d'interagir efficacement avec l'esprit. Ça permet d'anticiper ou d'orienter des comportements, ça permet de soigner, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins reconnaître cette valeur-là à la sociologie? Qu'au même titre que la psychologie, la socio ouvre sur un rapport efficace à la société, c'est-à-dire que les énoncés de la sociologie permettent de saisir des phénomènes sociaux d'une manière qu'aucune autre approche ne permet. Je trouverais gonflé de ne pas reconnaître ça. Et je serais donc tenté de faire un premier pari bayésien. Les gens qui rejettent la sociologie n'en ont jamais fait vraiment. Ils ont vaguement entendu des discours de sociologues, ont lu un entretien dans Le Monde, mais ils ne se sont pas plongés dedans avec rigueur. On pourrait dire qu'ils ont manqué de charité épistémique. Ils n'ont pas donné sa chance à la discipline en essayant de comprendre ce qui fait sa logique interne et en quel sens elle permet de produire des descriptions pertinentes de la société. C'est très important, pour se faire une idée sur une discipline, de comprendre comment elle entend fonctionner, quels sont ses objectifs, ses méthodes, les difficultés qu'elle se reconnaît et les puissances qu'elle fait siennes. Si on ne connaît pas ça, on juge avec un horizon d'attente surdéterminé. On s'empêche de comprendre comment certaines personnes travaillent pour penser notre monde, on s'empêche d'expérimenter une perspective différente. C'est un peu dommage. Donc déjà, voilà, je fais le pari que le fond du problème, c'est qu'on se fait une image caricaturale de la discipline. Ça pourrait suffire, me diriez-vous. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a plusieurs motifs qui viennent justifier le rejet de cette image caricaturale, et j'en vois trois principaux. D'abord, ce qu'on pourrait appeler le rejet d'orgueil. C'est celui de celles et ceux qui ne veulent pas être mis dans des cases. Non, je suis trop pas un bobo, ok? Bon, là je caricature. En fait, ça m'arrive d'être témoin d'un tel rejet dans des versions beaucoup plus fines, chez des gens qui, à d'autres égards, sont très prosociaux même. Ils se disent de gauche et chaque fois qu'ils tentent de penser la société et ses enjeux politiques, ils favorisent l'angle sociologique. Mais dès qu'il s'agit d'analyser leur propre vie, ils refusent catégoriquement l'angle social.
Que se passe-t-il dans ces moments-là? En général, on avance des arguments psychologiques pour mettre en avant la singularité de sa personnalité. Ce que j'ai le plus entendu se résume ainsi: on ne peut pas réduire ma vie, mon caractère, mes goûts, mes préférences à une situation sociale. Et à la limite, je ne veux même pas répondre à cette affirmation ici. On pourrait peut-être tenter de voir en quelles conditions elle peut être pertinente. Mais là, ce qui m'intéresse, ce que je trouve éclairant dans cette idée qui revient sans cesse, c'est le verbe réduire. Car à cela, j'ai envie de répondre qu'une situation sociale renvoie à un nombre considérable de facteurs différents. La sociologie n'opère pas avec des énormes catégories super sommaires du type les bourgeois et les prolos. Au contraire, il s'agit d'affiner le plus possible. Et observer une situation sociale, c'est découvrir des milliers de paramètres, des milliers d'influences diverses et variées. Donc, c'est absolument pas une réduction. Au contraire, c'est même le moyen d'ouvrir vers de nouvelles pistes de réflexion, et pourquoi pas d'ailleurs en psychologie. En observant telle ou telle situation sociale, on découvre que certains individus sont exposés à tel ou tel stimuli, et cela représente une base supplémentaire pour mieux comprendre comment les êtres humains, pris isolément ou en groupe, se comportent et interagissent tout simplement. La sociologie n'a donc rien de réducteur, puisqu'au contraire, elle complexifie, ou plutôt révèle, la complexité de l'objet d'étude. Mais de loin, c'est pas l'image qu'elle donne. Et ne nous voilons pas la face. Il est agréable pour un être humain de penser qu'il est unique, différent des autres, et qu'on ne peut pas le mettre dans une case, aussi sophistiquée soit-elle. Surtout que les injonctions contemporaines sont justement celles de l'unicité. On le voit dans la publicité. On le voit à la télévision. Il faut absolument être différent. Et ne pas être différent, c'est perdre toute valeur sociale. Et on responsabilise énormément les individus de ce point de vue. Le message sous-jacent, c'est tout simplement: vous devez réussir par vous-même à vous distinguer des autres. L'idéal du self-made man est diffusé à grande échelle par la culture américaine, première exportatrice de valeurs et d'idéologie. Donc forcément, dans un monde où on est censé se sortir les doigts pour devenir quelqu'un, on regarde d'un mauvais œil cette discipline qui semble dire que notre identité dépend étroitement de notre environnement. Deuxième forme de rejet, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, le rejet pour des raisons explicitement ou implicitement morales et politiques. Ce rejet-là peut avoir au moins deux causes distinctes. D'abord, il y a les gens qui n'aiment pas entendre parler de politique de manière générale. En fait, au risque de schématiser, on pourrait dire que ces personnes aiment réfléchir, nourrissent une curiosité pour les avancées scientifiques, se donnent pour défi de mieux penser. Mais tout ça est finalement une sorte de divertissement. J'emploie ce terme en un sens purement descriptif à la Pascal. C'est une manière de passer son temps, d'occuper son esprit à des choses stimulantes, et ça nous détourne des problèmes liés à la condition humaine. Ça permet d'oublier tout ce qui met de mauvaise humeur. Ça peut conduire à dire des trucs un peu bancals comme « faut arrêter de tout politiser ». Bah oui, si on politise, si on remet sur la table des sujets qui fâchent, ça gâche l'innocence de leur passion pour la science. Parce qu'on n'a tout simplement pas envie de penser à ça, pas envie de penser aux gens qui souffrent d'injustice, et surtout, pas envie de s'entendre dire que notre passion n'est qu'un divertissement. Les amoureux de la socio, de ce point de vue, ce sont les rabat-joie, ceux qui nous répètent tout le temps que le système est défaillant et qui empêchent de profiter de la fête. Mais comment cette posture est-elle reçue par le camp d'en face, par les amoureux de la socio donc? Disons qu'il est difficile de ne pas penser que quand quelqu'un dit « faut arrêter de tout politiser », c'est pour justifier le fait que, pendant que d'autres se penchent activement sur les questions politiques et morales, donc des questions douloureuses et sources de prise de tête, on continue de privilégier des questions non politiques, divertissantes et sources de plaisir. La justification se fait sur fond de grands principes. Ça ressemble à « moi je fais de la science, je m'occupe de la vérité, et la science est apolitique, et elle doit le rester. Donc c'est tout à fait normal que je ne m'occupe pas de politique. » Bien sûr, parfois ces mêmes personnes se prononcent quand même sur des faits de société. Alors la justification devient « lorsque je parle de la société, je cherche à le faire avec la neutralité qui caractérise l'idéal descriptif de la science, donc il est normal que je ne m'engage pas à défendre une cause. » Sous-entendu, le meilleur regard possible est toujours le regard neutre qui ne prend parti pour rien. Ce principe-là est impossible à tenir rigoureusement, et j'ai déjà expliqué 10 fois pourquoi la neutralité est une chimère, donc je ne vais pas recommencer ici. Notons que la science propose un paradoxe qui nous arrange bien sur le plan psychologique. Elle a une image noble, on considère que c'est quelque chose d'important, et donc c'est valorisé socialement. Mais dans le même temps, s'intéresser à la science peut nous détourner du social. Schématiquement, gageons que la valorisation sociale du travail scientifique est légitime. Les scientifiques sont importants pour la société. Oui. Et d'ailleurs, la science a une énorme valeur politique au sens où on lui donne souvent pour fonction d'améliorer les conditions de vie des gens.
La technologie pour le confort, la médecine pour limiter la souffrance, etc., etc. Donc maintenant, restent les spectateurs et spectatrices, les lecteurs et lectrices de contenu scientifique. À ma gauche, les prosociaux, à ma droite, les antisociaux. Celles et ceux qui se cultivent en sociologie sont souvent conduits à s'impliquer, voire à s'engager pour essayer de corriger ce qui apparaît comme des défauts systématiques entraînant des injustices. La culture sociologique est une culture qui a une fonction collective. Elle transforme le rapport de l'individu au collectif, à la société, comme ensemble de groupes sociaux. S'intéresser à la sociologie, c'est se tourner vers les autres. De l'autre côté, celles et ceux qui se cultivent en sciences dures sont conduits à... je sais pas trop en fait. À rien, non? À part le plaisir personnel qu'il y a à se faire une culture scientifique, quel autre intérêt pourrait-on y trouver? En tout cas, il n'y a pas de fonction sociale claire dans cet engouement. On dirait bien que la culture scientifique soit avant tout un plaisir personnel, une activité tournée vers soi. Sauf à se cultiver sur des sujets politiques, bien sûr, comme le climat, la médecine, le nucléaire. Mais alors du coup, on en revient à ce qu'on disait plus haut. Si on s'intéresse à la société, on doit prendre en compte les outils sociologiques. Donc gardons ça à l'esprit, la valeur sociale qu'on donne à la culture générale, qu'elle soit artistique ou scientifique, est douteuse. C'est un élément de distinction, comme on sait. Et donc, troisième et dernier rejet, le rejet pour des raisons qu'on pourrait appeler d'idéalisme scientifique. Ce sont les gens qui veulent croire que l'être humain et la société sont réductibles autant que possible aux sciences formelles. Même s'ils ne vont pas jusqu'au matérialisme éliminativiste qu'on évoquait plus haut, ils sont prêts à accepter la psychologie parce que ça ressemble davantage à une science dure. De manière générale, ils sont mal à l'aise avec la pensée qui se nourrit du langage naturel et donc avec la pensée qui nécessite des interprétations. Ils préfèrent quand les conclusions sont claires et précises, pour ne pas dire définitives. Ils ne sont pas fans des concepts, je veux dire des mots qui ont une épaisseur sémantique, une inertie, qui demandent une oreille, une sorte de sensibilité linguistique. Ce sont des gens qui ne lisent jamais de philosophie classique, par exemple. Ils ne s'intéressent pas à Platon, à Hegel ou à Nietzsche. Ils n'ont jamais vraiment compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir, du point de vue de la pensée, à se confronter à une langue singulière. Au contraire, ça leur paraît même suspect ou contre-productif. Une pensée qui génère des interprétations contradictoires? Un texte qui produit des malentendus? On ne peut rien bâtir là-dessus, disent-ils. C'est l'échec assuré. Et honnêtement, il y a des gens très intelligents qui pensent cela, et même des philosophes. Ils ont leur raison, et il sera difficile de les convaincre du contraire. Toujours est-il que je fais le pari bayésien suivant. Les gens qui se passionnent pour la philosophie continentale, qui sont séduits par les créations conceptuelles des postmodernes, qui éclairent leur regard sur le monde et sur eux-mêmes en décortiquant des aphorismes de Nietzsche, ces gens-là ne sont pas tous intégralement tombés dans l'arnaque intellectuelle du siècle. Oui, bien sûr, certains se font kiffer en déconstruisant la déconstruction déconstructrice, parfois jusqu'à produire des textes aussi illisibles que complaisants. Mais ça ne suffit pas à justifier qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Ces modes de pensée ont leur logique propre et leur effectivité, et ce n'est pas un canular monté par des gens qui n'en sont pas spécialistes qui devrait nous faire penser le contraire. Bref, celles et ceux pour qui tout ça apparaît comme de la fumisterie, comme de la masturbation intellectuelle, sont conduits à se méfier de tout ce qui semble s'en rapprocher. Les sociologues ont l'air copains avec les philosophes postmodernes, alors ça les rend encore plus suspects. Ça peut pas être de la science, c'est forcément de la branlette. Je suis toujours fasciné par ce désir de condamnation définitive. Comme si on ne pouvait pas se dire « Oh, il y a sûrement des choses à apprendre, je vais aller m'y pencher ». Non, c'est direct à la poubelle. Rejet bonus, la Manuel Valls, expliquer c'est excuser. Je ne sais pas s'il faut s'attarder là-dessus. Ça demanderait de se pencher sérieusement sur la notion de responsabilité individuelle et ça rallongerait la vidéo d'une bonne trentaine de minutes. Disons ceci pour le moment. Le sentiment de responsabilité individuelle, aussi fort soit-il, n'est soutenu par à peu près rien d'autre que par lui-même. Mais chez un humain, un sentiment, ça peut suffire à guider une existence. Donc faut pas s'étonner qu'on continue de vivre comme si nous étions tous des bonhommes libres et indépendants. Maintenant, une fois qu'on se rend compte que cette hypothèse est une planche en carton mouillé, on pourrait peut-être se dire que ça vaudrait le coup de sortir du faux dilemme excuser, culpabiliser. Mais pourquoi est-ce que ça fait si peur de sortir de ce dilemme ? Il y a probablement une angoisse sous-jacente à l'idée de mettre le nez dans le grand mythe de la responsabilité individuelle et du mérite en général. Il est super difficile, voire flippant, de remettre en cause l'idée que chacun est responsable de soi. Et donc d'ébranler la croyance selon laquelle l'échec de mon voisin n'a rien à voir avec mon succès. C'est tellement reposant de voir les choses ainsi. Pour d'évidentes raisons liées à la culpabilité, on n'a pas du tout envie de se dire que ce qui explique mon succès est aussi ce qui explique l'échec de mon voisin. Un système inéquitable. Et donc oui, la socio fait chier,
parce qu'elle nous force à prendre conscience de tout ça. Elle révèle que nos privilèges ne sont ni légitimes ni mérités. Il est possible que ce soit ça, la pilule la plus difficile à avaler. Et je comprends, c'est hyper culpabilisant et ça nous dépossède d'un motif de fierté, donc de plaisir. Mais d'ailleurs, ce serait pas un biais cognitif ça? Refuse tout discours qui met en danger l'amour-propre? Je taquine, je taquine. Blague à part, à cela s'ajoute un truc encore plus relou. C'est que si la responsabilité n'est pas individuelle, elle est collective. Alors là, c'est la goutte d'eau. Non seulement je ne peux plus profiter de mes privilèges l'esprit tranquille, mais en plus, je suis censé me préoccuper de ceux qui souffrent à côté de moi? C'est trop. Alors avant de conclure, laissez-moi apaiser le truc une seconde parce que je sens que certains serrent les dents. Je ne veux pas juger ces antisociaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il est si difficile d'accepter les conclusions de la sociologie, s'il est si vertigineux d'accepter qu'on n'est pas libre, donc pas responsable de son bonheur, et s'il est aussi douloureux de se dire que le moindre plaisir qu'on expérimente risque d'être teinté de culpabilité, s'il est si compliqué de comprendre qu'on devrait aider les autres davantage, s'il est si désagréable de penser que notre passion pour la science n'a rien de spécialement noble et qu'elle n'est qu'un passe-temps intellectuel comme un autre, c'est parce que pour ces gens-là aussi, la vie est dure et compliquée. Et ils ont besoin, comme tout le monde, de trouver des moyens de la rendre plus douce. La socio permet de se pencher sur tous les groupes, pas seulement sur les défavorisés. Et même les privilégiés souffrent. Eux aussi ont des angoisses, des dépressions. Même ceux qui ont la chance de pouvoir se divertir en passant leur temps libre à se faire une culture zététique souffrent. Et devant la sociologie, ils ont l'impression qu'on les dépossède aussi de leur souffrance, qu'on nie leur douleur, qu'on dévalorise leurs problèmes, qu'on les accuse d'un comportement immoral, égoïste, comme si on leur disait « On s'en fout de votre souffrance, elle ne vaut rien parce qu'elle n'est pas générée par une injustice systémique. » Et ça, c'est une violence supplémentaire. Et cette violence conduit à refuser tout discours qui implique cette idée. Et donc le mécanisme de défense consiste à discréditer totalement le camp d'en face, de tenter de le ridiculiser. Et donc on fait des canulars, on les traite de charlatans, ou plus simplement, on met en avant leur militantisme afin de prouver que leur discours ne peut pas être scientifiquement pertinent, parce qu'il est forcément teinté d'idéologie, qu'il est radical. J'aurais tendance, je l'avoue, à plaindre tous les êtres humains en général, parce que tous les êtres humains souffrent, tous les êtres humains ont peur, et tous les êtres humains ont des raisons de penser que la vie est injuste, parce que la vie est injuste. Mais la société est injuste d'une manière particulière, d'une manière qu'on peut effectivement corriger. Et pour corriger les injustices que la société ajoute aux injustices de la vie, il faut la comprendre. Et pour cela, on a besoin de tous les outils à disposition. La sociologie en est un et pas des moindres. Il est terrible que M. X souffre parce que sa femme est malade. Mais cette souffrance tient en grande partie à des facteurs psychologiques sur lesquels nous avons très peu de prise. Mais si Madame Y, en revanche, souffre de ne pas trouver d'emploi à cause de sa couleur de peau, ou de son genre, ou de sa religion, alors nous faisons face à une souffrance bien différente, car celle-ci tient en grande partie à des facteurs politiques sur lesquels nous avons une vraie prise. Pour le dire autrement, nous pouvons transformer les règles de la société bien plus facilement que les lois de l'esprit. Et c'est pour cette raison que l'angle sociologique est si précieux. À tous les antisociaux, s'il vous plaît, demandez-vous sincèrement « Ai-je vraiment donné sa chance à la discipline? N'ai-je pas, au fond de moi, envie que la socio soit de la merde? N'ai-je pas le profond désir de pouvoir discréditer ses conclusions ?» Si oui, alors il y a de bonnes chances que votre refus soit motivé pour de mauvaises raisons. Et vous êtes forcément d'accord avec moi, parce que c'est typiquement ce que vous reprochez au camp adverse, des croyances motivées par des sentiments. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant et surtout en commentant. C'est vraiment beaucoup de boulot et c'est vos retours qui me donnent l'énergie de continuer. Salut!